Bienvenue dans le débat sur France 24. 4 jours pour un siècle d'histoire. Le Parti communiste chinois a entamé sa plus importante réunion de l'année. Elle doit inscrire dans le marbre la vision historique du président Xi Jinping. C'est à Pékin que le 19e comité central du Parti communiste chinois tient sa 6e session plénière. Le contenu des débats n'est pas publié, mais une résolution sur l'histoire des 100 ans d'efforts du Parti communiste sera examinée. Dernière ligne droite pour la préparation du 20e congrès l'année prochaine. Ce 20e congrès devrait consacrer Xi Jinping président à vie du parti. Cette réunion du comité central a lieu dans un contexte de ralentissement de l'économie chinoise, de tensions très fortes avec Taïwan et de bras de fer avec les États-Unis. Ce comité central du Parti communiste chinois conforte-t-il la reprise en main du régime par Xi Jinping ? Que cela signifie-t-il pour Taïwan? Quelles sont les intentions de Xi Jinping dans son face-à-face avec les États-Unis? La Chine se prépare-t-elle à devenir la première puissance mondiale alors qu'elle connaît un ralentissement économique? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Chloé Froissart. Bonsoir. Professeure à l'INALCO, spécialiste de la Chine, chercheuse associée au CEFC, le Centre d'études français sur la Chine contemporaine. Bienvenue à vous. Avec nous, Jean-Paul Chang également, bonsoir, économiste. Également Pierre-Antoine Donnet est avec nous, bonsoir et bienvenue, ancien correspondant de l'AFP à Pékin, auteur de Chine, le grand prédateur aux éditions de l'Aube. Et puis également, vous avez écrit Le leadership mondial en question, l'affrontement entre la Chine et les États-Unis, et c'est toujours aux éditions de l'Aube. Par Skype, avec nous de Riyad, Olivier Cadic, sénateur des Français établis hors de France, de l'Union centriste. Bonsoir à vous et bienvenue également. On va démarrer ce débat avec vous, Chloé Froissart. Ce comité central du Parti communiste chinois conforte-t-il la reprise en main du régime par Xi Jinping? Revisiter l'histoire, est-ce que c'est important pour le président chinois? C'est extrêmement important. Qui contrôle l'histoire, le passé contrôle l'avenir. Le Parti communiste a toujours fondé son pouvoir sur un contrôle de l'histoire et de la mémoire. Et aujourd'hui, ce qui est très important pour Xi Jinping, c'est de donner une vision unifiée de ce qui a précédé, pour montrer qu'il incarne la mission historique du parti et se projeter dans l'avenir comme le leader qui permettra au parti d'accomplir sa mission en termes de modernisation pour la Chine et faire en sorte que la Chine acquiert le premier rang qu'elle souhaite occuper sur la scène internationale. Donc il y aurait une résolution historique qui va ressortir de ce comité central. Oui, c'est ça, exactement. C'est la 3e résolution en 100 ans dans l'histoire du parti. Et à chaque résolution, la résolution a permis à un dirigeant de s'imposer au pouvoir. En 1945, c'était Mao Zedong, dont la pensée a été inscrite dans les statuts du parti et qui a été promu président du Parti communiste. En 1980, c'était Deng Xiaoping qui a voulu donner une vision un peu critique de la période historique maoïste et lancer son programme de réforme. Et enfin, aujourd'hui, on entre dans une nouvelle ère avec Xi Jinping. Et pour lui, c'est extrêmement important non pas de lutter contre ses ennemis, parce qu'il n'en a plus, il n'y a plus d'opposants, avec les purges qu'il y a eu au sein du parti à travers la lutte contre la corruption, mais de faire justifier le fait en particulier qu'il ait fait sauter la limite des 2 mandats en 2018 de président de la République. Aujourd'hui, Xi Jinping a 68 ans, il devrait quitter le pouvoir. Or, pour lui, l'enjeu, c'est de rester au pouvoir au 20e congrès qui aura lieu en octobre 2022. Pierre-Antoine Donnet, c'est donc une reprise en main idéologique de Xi Jinping. Oui. On retrouve au sein de ce comité central. Oui, absolument. En fait, l'année dernière, Xi Jinping a mis les choses au point. Il a dit que le Parti communiste chinois influence du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre. Donc il n'y a plus de place, effectivement, pour des voix dissidentes. Mais pourtant, il y a une opposition qui existe, je trouve, mais elle ne peut pas s'exprimer. Mais elle existe. Oui, elle existe. En Chine continentale. Absolument. La colère gronde, mais elle ne peut pas parler. En fait, ceux qui s'opposent à Xi Jinping, s'ils osaient parler, seraient tout de suite, évidemment, écartés. Mais bon, je pense que ça viendra un jour. Et les enfants vont apprendre la pensée de Xi Jinping. Ça aussi, ça fait partie de cette nouvelle propagande. Le culte de la personnalité est absolument extravagant. La pensée de Xi Jinping, maintenant, est enseignée à l'école primaire. Et ça, c'est nouveau. C'est un retour au maoïsme. Et le maoïsme, ceux qui l'ont connu, la révolution culturelle, ils ne pourront jamais accepter ça. Les souffrances étaient tellement terribles. Pour ceux qui s'en souviennent, ce n'est pas possible.
Jean-Paul Chang, c'est un nouveau Mao, Xi Jinping? Oui et non. En fait, en tout cas, il se considère comme le noyau dirigeant du Parti communiste chinois et donc de la Chine, au même titre que Deng Xiaoping a été en son temps et Mao en son temps. Cette histoire de noyau dirigeant, en fait, c'est Deng Xiaoping, c'est une invention de Deng Xiaoping. Hein. Donc Deng Xiaoping a dit il y avait un noyau dirigeant de la première génération, c'était Mao Tse-tung, et moi je suis le noyau dirigeant de la deuxième génération, et maintenant je passe le pouvoir à Jiang Zemin à l'époque, etc. C'était une sorte d'artifice au départ pour montrer la continuité de la légitimité du Parti communiste chinois. Et il fait une sorte de révolution culturelle aujourd'hui, justement. Il fait une sorte de révolution culturelle, Xi Jinping. Ça n'a rien à voir. Écoutez, ça n'a rien à voir avec la révolution culturelle. C'est simplement. Alors, par contre, je suis d'accord avec ce que Pierre-Antoine Denet a dit, à savoir que il y a des oppositions. Des oppositions viennent aussi du fait que tout ce que Xi Jinping a fait depuis 2 mandats ne s'est pas fait sans opposition, pas idéologique, mais carrément des oppositions un peu organisées au niveau des administrations, à l'intérieur du parti, parce que les différentes réformes rencontrent évidemment des oppositions à cause du fait que ça heurte quand même des groupes d'intérêt qui sont très puissants à l'intérieur du parti. Donc ce n'est pas une partie de plaisir pour Xi Jinping non plus. Mais il les domine aujourd'hui. Pardon ? Il les domine aujourd'hui, Xi Jinping. Alors, c'est une histoire de 2 mandats et de 3 mandats, ou mandat à vie, je ne sais pas, est une réponse. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, avec la règle de 2 mandats, ses ennemis pouvaient se dire soyons patients, après tout, il ne fera que 2 mandats, et puis après, on reviendra, et ça ne durera pas longtemps. Et son message politique... C'est probable que ça ne dure pas longtemps. A priori, c'est vrai qu'on parle de présidence à vie. Non, il a changé la règle. Donc, en 2018, le message politique de Xi Jinping était très clair. Si vous croyez que je vais vous laisser tranquille et que ça va s'arrêter après ma fin de 2e mandat, non, je ferai au moins un 3e mandat, l'histoire de montrer qu'il veut continuer jusqu'au bout, pour affirmer son autorité. Jusqu'au bout, ça veut dire présidence à vie, Jean-Paul Chang. Possible, mais moi je parie personnellement, j'ai toujours parié sur 3 mandats. Enfin, bon, sur 3 mandats. Oui. Olivier Cadic, sénateur des Français établis hors de France. Vous revenez, vous, de Taïwan, où vous étiez avec une délégation. Les tensions entre Pékin et Taïwan sont effectivement au plus haut. Quel était le sentiment sur place ? Quel était le sentiment ? Il y avait plus de 600 incursions aériennes qui avaient été faites depuis le début de l'année. Taïwan subit plusieurs milliers d'attaques cyber au quotidien. C'est un pays où la population est très résiliente par rapport à cette menace. C'est intéressant pour moi parce que j'ai ressenti quand même une sorte d'enthousiasme démocratique et une liberté d'expression affichée, la volonté de défendre ce modèle. D'autant plus que ce qui vient de se passer à Hong Kong est une sorte d'avertissement pour Taïwan. Et donc, les gens sont déterminés à défendre leur façon de vivre. C'était, pour moi, quelque part, ça m'a rappelé ma jeunesse, où on voyait les blindés soviétiques qui, sous quelques heures, pouvaient débarquer, les missiles qui ciblaient notre pays aussi. Et donc, je leur ai dit, je retrouve beaucoup de points communs dans votre façon d'aborder la chose par rapport à ce que moi j'ai vécu en étant jeune. Chloé Froissart, cette stratégie, il y a 2 chercheurs qui la décrivent, d'ailleurs dans un rapport de 600 pages de l'IRSEM, publié dans Le Monde, qui évoque d'ailleurs un basculement du régime chinois, qualifié de moment machiavélien. Et ils disent que finalement, ça se déploie en cercle concentrique et que les cibles prioritaires, c'est Taïwan ou encore Hong Kong, qui sont des terrains d'entraînement, des méthodes qui s'étendent à la planète entière. Donc Xi Jinping, en fait, devient beaucoup plus, je dirais, menaçant aujourd'hui avec ces méthodes. Oui, on parle de méthodes soviétiques dans ce rapport. C'est-à-dire que le fait de récupérer Hong Kong et Taïwan, qui, selon le Parti communiste, font partie intégrante de la nation chinoise, est une dimension extrêmement importante du rêve de Xi Jinping. Et pour cela, il met en œuvre des tactiques qui, en effet, sont mises à l'épreuve sur ces territoires pour ensuite éventuellement être exportées ailleurs. Ces tactiques, c'est en particulier des tactiques d'influence et de propagande, notamment à travers des
tactiques d'influence sur Internet, la création de faux comptes de réseaux sociaux, Facebook, etc., pour influencer l'opinion publique. Le fait de aussi, aujourd'hui, la Chine, le Parti communiste détient une grande partie des journaux de Hong Kong, même la quasi-totalité. Le South China Morning Post, qui a été le grand journal de langue anglaise, a été repris par Jack Ma en 2015, je crois. C'est ça. Et aujourd'hui, donc Hong Kong, c'est un peu terminé, l'indépendance de Hong Kong. C'est complètement terminé. Aujourd'hui, Hong Kong, on est en Chine. On est en Chine continentale, ce qui est la grande différence avec Taïwan, qui est une démocratie et qui a un régime qui est de facto autonome dans son mode de fonctionnement politique. Qu'est-ce que justement Pierre-Antoine Donnet, toujours pour en revenir à cette étude, eux ils parlent donc de ce basculement en parlant justement du fait que le parti soit passé à une phase beaucoup plus agressive de consolidation de sa puissance. Écoutez, ce rapport de l'IRSEM, il y a avant et après. Jamais ces deux chercheurs n'ont établi un tel diagnostic. Il est extrêmement détaillé. J'ai rencontré Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, on a eu une longue discussion. Et je ne voudrais pas trahir un secret, mais il m'a dit que ce dossier, avant d'être rendu public, a reçu le feu vert d'Emmanuel Macron. C'est pour vous dire que les choses changent au sommet de l'État en France. Dans quel sens, vous voulez dire? Dans le sens où il y a un réveil sur la menace chinoise. Et pour reparler de Taïwan, en 1984, Margaret Thatcher est venue à Pékin pour rencontrer Deng Xiaoping et elle lui a dit: nous souhaitons, monsieur Deng Xiaoping, garder Hong Kong. Et la réponse a été immédiate. Deng Xiaoping lui a dit: il n'en est pas question. Et nous avons tous les moyens de vous faire comprendre que vous n'y arriverez pas. Et aujourd'hui, c'est Taïwan. Alors, oui. Et donc, Deng Xiaoping a mis en avant ce concept d'un pays, deux systèmes. Il est mort. Il est mort. Et la Chine voulait l'utiliser pour justement persuader le gouvernement taïwanais de négocier. Et comme il est mort, c'est terminé. C'est terminé. Jean-Paul Chang, j'ai lu également que tout citoyen ou entreprise chinoise a l'obligation de collaborer avec les services de renseignement, toujours selon les auteurs de ce rapport. Vous qui connaissez bien la vie économique. Je crois que c'est nouveau, cette histoire d'appel à la vigilance de la population, donc une sorte d'espionnite qui se développe un peu en disant: attention, quand vous travaillez avec, si vous constatez des comportements suspects, etc. Cela étant, je veux dire... donc c'est nouveau avec Xi Jinping, du coup. C'est avec la pression extérieure aussi. Donc le fait que l'environnement international auquel fait face la Chine est quand même assez hostile en ce moment. Donc, alors on ne sait pas qui est hostile à l'autre. Il y a un peu de paranoïa. À partir du moment où, si vous voulez, ici, on considère qu'il y a un danger chinois, les Chinois, de leur côté, considèrent qu'il y a aussi un danger de subversion occidentale. Donc, il n'y a pas de réelle menace chinoise pour vous? J'en sais rien. Écoutez, personnellement, je pense qu'il y a des menaces... on peut toujours définir toutes sortes de menaces, mais je vois que la Chine, quand même, enfin, en ce qui concerne la France, je pense que la Chine est quand même assez loin sur le plan quand même géostratégique. C'est quand même pas une menace directe. Je veux dire, on peut avoir éventuellement des risques de concurrence, de vol industriel, de propriété industrielle, ce genre de choses. Mais de là à dire que demain, les chars vont débarquer à Paris comme ça a été évoqué. À Taïwan, peut-être. Taïwan, c'est autre chose. Taïwan, c'est autre chose. Taïwan, c'est un problème, effectivement. Alors, cette génération de dirigeants de Xi Jinping, dès le début de son mandat, c'est en 2012-2013, avait mis à l'ordre du jour la solution du problème de Taïwan. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, c'est un problème que nos anciens nous ont laissé, c'est à notre génération de résoudre ce problème. D'où l'emphase qu'il met sur cette question en disant qu'il veut absolument obtenir la réunification par des moyens pacifiques, sans abandonner la solution militaire. Et disons que c'est effectivement une priorité pour lui. Et du coup, les Américains... Quelle est la priorité pour Xi Jinping? De mettre la main sur Taïwan? Non, simplement, je pense que lui... Vous savez, les Chinois jouent quand même sur du long terme. Hong Kong a montré que c'est terminé. C'est pas moi qui ai utilisé l'expression. Taïwan, la situation, en fait, est un tout petit peu plus complexe parce qu'il faut voir quand même l'évolution récente de Taïwan, de la politique intérieure de Taïwan. Le Kuomintang connaît quand même un petit regain d'influence et prend un discours un peu différent du parti au pouvoir. Alors justement, on va écouter les autorités taïwanaises maintenant.
Taïwan est disposé à partager son expérience dans la lutte contre la désinformation avec les Européens. Cela approfondira notre partenariat et préserve le mode de vie libre et démocratique. On va vous retrouver, Olivier Cadic, puisque vous y étiez il y a quelques jours. L'Europe, est-ce qu'elle doit être justement plus dure avec Pékin en ce qui concerne Taïwan? La question, ce n'est pas d'être plus dur avec Pékin. Je crois qu'aujourd'hui, le rapport dit ce que nous savions quand même depuis un certain temps. Donc la grande différence, c'est que maintenant, on a affiché la réalité des choses parce que tout le monde a ouvert les yeux sur le fait qu'un combat idéologique est parti, maintenant est affiché. Dans quel monde voulons-nous vivre en 2050? Est-ce que nous voulons vivre dans le monde imaginé par Xi Jinping, ou est-ce que nous voulons encore un monde démocratique avec la liberté d'expression où on va pouvoir choisir ses dirigeants? C'est ça qui est l'enjeu, parce qu'on voit que le nombre de démocraties dans le monde recule. On voit que l'influence de la Chine se développe. Mais aujourd'hui, quelle est la différence entre influence et ingérence? À quel moment considérons-nous que la Chine nous fait la guerre? Il n'y a plus de déclaration de guerre depuis 1982. Pour autant, on constate, puisque la présidente de Taïwan parlait donc justement de la lutte contre la désinformation. Ce que j'ai découvert effectivement à Taïwan, c'est qu'ils étaient très en avance par rapport à nous pour lutter contre cette désinformation. Et donc, il faudrait effectivement s'inspirer de leur façon de réagir par rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur le rôle de l'Europe? Qu'est-ce qu'ils attendaient de vous, justement, des représentants français et européens, les Taïwanais? D'abord, ce qui était nouveau, c'est que c'est la première fois que des parlementaires français allaient à Taïwan de leur propre initiative. Ce n'était pas une invitation, ça s'est fait clairement. Ça s'est fait dans un contexte, en plus, quand on l'a décidé, à un moment où la Chine avait imposé des sanctions à 10 parlementaires, 10 personnalités européennes. Et j'avais fait remarquer dans l'hémicycle que ces personnalités européennes étaient interdites de venir en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao. C'était une reconnaissance implicite du fait que Taïwan était souveraine sur son territoire. Donc ça, c'est la reconnaissance par la Chine, par le ministère des Affaires étrangères, qu'aujourd'hui, Taïwan est souverain. Et nous l'avons constaté, effectivement, Taïwan est souverain. C'est une démocratie qui donc se développe. C'est le contre-exemple de ce qu'affirme Xi Jinping, qui dit que les droits de l'homme ne sont pas le bon modèle pour le développement humain. Nous sommes en train d'entrer en confrontation et évidemment, c'est ce qui apparaît clairement de plus en plus et on va le voir dans les mois et les années à venir, que la réaction non seulement de l'Union européenne, mais aussi des États-Unis et d'autres pays démocratiques va se faire de plus en plus ferme vis-à-vis de la Chine et ça va être de plus en plus difficile de jouer des deux côtés. Chloé Froissart, vous croyez effectivement que les Européens vont être plus durs, comme vient de le dire Olivier Cadic? On sait qu'ils sont très divisés, que les Allemands ont des vrais intérêts dans l'industrie automobile, donc il y avait un accord commercial entre l'Union européenne et Pékin. Bon, aux États-Unis, il y a aussi un ensemble de sanctions, mais enfin, en ce qui concerne l'Europe, c'est difficile d'avoir une décision unanime, ferme à l'égard de Pékin. L'Europe a identifié la Chine comme un ennemi systémique, donc ça, on est rentré quand même dans une nouvelle ère. Il y a une prise de conscience qui a été faite. Il y a une nouvelle ère, donc. Il y a une nouvelle ère. En même temps, l'Europe n'a pas envie ni intérêt de s'aligner sur la position des États-Unis, qui est une position beaucoup plus confrontationnelle avec la Chine. Elle ne met pas en place une stratégie d'endiguement, comme c'est le cas aux États-Unis, par exemple, l'Europe, à l'égard de la Chine. Non, pas vraiment. Non, c'est pas ça. En tout cas, il y a une volonté de maintenir le dialogue. La question, c'est est-ce qu'on peut maintenir le dialogue avec la Chine aujourd'hui, surtout lorsqu'on on a dénoncé un génocide qui prend place aujourd'hui au Xinjiang. Est-ce qu'on continue contre les Ouïghours contre les Ouïghours. Est-ce qu'on continue à dialoguer avec Hitler, ou est-ce que c'est même possible de continuer à dialoguer avec la Chine sur certains sujets d'enjeux communs comme l'environnement, etc. Rien n'est moins sûr. Mais la réponse est plutôt oui du côté des Européens. Pierre-Antoine Donnet. Écoutez, je pense que là on aussi... On continue de dialoguer. Oui, c'est vrai, mais les choses changent petit à petit. Voyez la nouvelle coalition en Allemagne qui va former un gouvernement. Dans ce gouvernement, il y a les Verts. Et la chef des Verts a publiquement déclaré qu'il n'était plus question de dialoguer avec la Chine. Donc les choses changent.
Maintenant, pour reparler de l'affrontement entre les États-Unis et la Chine sur Taïwan, moi je suis convaincu que Xi Jinping ne va jamais lancer l'assaut de l'armée populaire de libération contre Taïwan. Pour une simple raison, c'est qu'il perdra. Pourquoi? Parce que jamais la Chine n'a été aussi isolée qu'aujourd'hui. Aux côtés des États-Unis, il y a le Japon. Et le Japon, c'est essentiel, parce qu'après la guerre, la Constitution lui a interdit d'envoyer ses troupes sur un théâtre étranger. Eh bien, c'est fini. La Corée du Sud, pareil. La Corée du Sud a déclaré publiquement que s'il y avait un conflit à Taïwan, ses intérêts vitaux seraient menacés. Vous avez aussi l'Australie. L'Australie, c'est encore plus flagrant, parce que début 2020, l'Australie a été le premier pays à demander une enquête internationale sur l'origine du virus. Un grand pays par la surface, mais c'est 26 millions d'habitants contre 1,4 milliard de Chinois. Le gouvernement chinois a dit « Mais comment osez-vous faire ça? Vous allez le payer ». Et il y a eu toute une série de sanctions commerciales. Et Scott Morrison, le Premier ministre, a résisté. Donc vous pensez, là, Jean-Paul Chang, Taïwan va rester un pays démocratique. Écoutez, moi, ce que souhaitent les Chinois, c'est-à-dire de le récupérer, ne va pas arriver. Je constate, moi, simplement que cette façon d'ériger les conflits idéologiques en but final de toute diplomatie, ça me paraît en fait temporaire. Ça me paraît ne va pas résister à la réelle politique des différents pays. Donc, en attendant, effectivement, le thème est très mobilisateur. Démocratie, démocratie, alors qu'il y a quand même une réalité sécessionniste qui est importante pour un pays comme la Chine par rapport au droit international, puisque l'ensemble des pays du monde ont reconnu la Chine sur la base de la reconnaissance de l'appartenance de Taïwan à la Chine. Donc maintenant, on change de discours. C'est nouveau. Les Américains veulent sortir un peu de l'ambiguïté stratégique qu'ils ont maintenue sur le sujet. On voit bien d'ailleurs des mots de trop du président Biden corrigés ensuite par l'attaché de presse de la Maison-Blanche. Moi, je ne crois pas que ça durera très très longtemps. Je pense que l'évolution de la situation à Taïwan elle-même, parce qu'il y a quand même des réalités que les gens ne disent pas. Qu'est-ce qui ne va pas durer très longtemps? Cette confrontation qui veut absolument aller vers des extrêmes, vers des perspectives militaires, moi, je n'y crois pas trop. Je pense qu'il y a quand même des réalités qui existent. Les gens de Taïwan, on sait quand même que 40% des exportations taïwanaises vont vers le continent. Les deux continents, enfin les deux. Vous pensez que Xi Jinping va s'assagir, si je puis dire, face à Taïwan? Non, je pense que les deux vont mettre un peu de sourdine à un moment donné, parce que pour éviter finalement un conflit militaire où on n'est pas sûr que les Occidentaux préféreront mourir pour Taïwan comme à temps on voulait mourir pour Danzig. Donc, Olivier Cadic, les Occidentaux seront-ils effectivement prêts à mourir pour Taïwan? C'est la question qu'on peut poser du côté de Washington. La question, ce n'est pas de savoir si on est prêt à mourir pour Taïwan, c'est est-ce qu'on est prêt à mourir pour la démocratie, pour notre idéal de liberté. C'est pour ça. C'est là la question, c'est là le vrai enjeu. Ce n'est pas Taïwan, c'est ce que représente Oui, mais Taïwan est la plus menacée, disons, des démocraties pour l'instant, si on parle de menaces chinoises. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui est en première ligne, et puis lorsque la personne en première ligne tombe, eh bien celui qui est en seconde ligne se retrouve en première ligne. C'est tout à fait ça. La question, par rapport à ce que disait l'interlocuteur tout à l'heure, est-ce que ça va s'agir? Non, je vous le dis, très tranquillement, très sereinement. Nous sommes au début d'une nouvelle phase. Nous allons vers un nouveau monde, un monde qui va à nouveau certainement se scinder. Il n'est plus possible de continuer à faire comme si on ne voyait pas ce qui se passe en Chine. Ça vaut pour les Ouïghours, mais ça vaut aussi pour les chrétiens, vous n'en parlez pas. Mais dans les églises, on met des caméras, il y a des prêtres qui sont emprisonnés, certains qui se suicident, c'est la liberté religieuse qui est totalement en jeu en Chine. Vous avez tout un système totalitaire qui se met en place, qui est du Orwell puissance 4, 10, et aujourd'hui, nous, avec nos moyens démocratiques, nous sommes confrontés à une puissance qui vient passer des fake news, ça s'appelle la guerre hybride, qui vient essayer de démolir les démocraties de l'intérieur. Nous avons affaire à une puissance qui a décidé de dominer le monde. Pour assurer son indépendance, elle cherche à rendre tout le monde dépendant d'elle. Ce système-là ne sera pas accepté par les Occidentaux et donc forcément, aujourd'hui, nous avons ouvert effectivement le livre. Tout le monde peut lire ce qui se passe et ce que fait la Chine. Et encore, vous n'avez pas tout, donc, mais ça viendra.
Donc les gens vont commencer à prendre conscience. Il faut qu'ils lisent, il faut qu'ils regardent ce qui se passe en Chine et que quand ils achètent des produits, ils se posent quand même un peu des questions de leur responsabilité personnelle. Donc ça va commencer, ça n'est que le début. Et croyez-moi qu'effectivement, les démocraties vont se défendre. Les démocraties vont se défendre. Alors on va voir avec quels moyens. Ce qui va être intéressant, c'est on va écouter Xi Jinping tout de même, parce qu'il s'est adressé à la communauté internationale, à l'ONU, c'était à l'Assemblée générale de l'ONU au mois de septembre. On va l'écouter, on va dire, c'était le 21 septembre, et vous allez écouter quelles sont les intentions du président chinois. La Chine demeure un bâtisseur de la paix dans le monde, un contributeur au développement global, un défenseur de l'ordre international et un fournisseur de biens publics. La Chine continuera d'apporter au monde de nouvelles opportunités grâce à son développement. Chloé Froissart, finalement, c'est quoi la stratégie de Xi Jinping face aux États-Unis? Lorsqu'on l'entend, là, effectivement, il est pour la paix, il n'est pas menaçant, c'est ce qu'a dit Xi Jinping à l'ONU. Ça a toujours été le discours de Xi, c'est de dire en gros qu'il y a une responsabilité désormais de la Chine vis-à-vis du monde, maintenant que la Chine est devenue un pays puissant, prospère, deuxième économie mondiale, etc., qu'elle n'est pas là pour menacer. Et c'était d'ailleurs aussi la position de Deng Xiaoping, mais au contraire, aujourd'hui, de montrer la direction et en cela, de prendre un peu la place que l'Occident a eue jusqu'à récemment dans le leadership mondial. Alors là, il ne parle pas de leadership, il ne parle pas de domination. Non, au contraire, c'est pas du tout. Il faut rassurer, projeter de soi une image de grande puissance responsable, etc. Et de montrer qu'en réalité, la Chine œuvre au bien commun, que ce soit sur le climat, que ce soit à travers les routes de la soie, en apportant des investissements à des pays qui en ont besoin, etc. Tout ça, c'est un discours. C'est avant tout un discours, oui. C'est avant tout un discours. Vous êtes d'accord, Pierre-Antoine Donnet? Vous savez, cet affichage de Xi Jinping, ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Il y a l'expression qu'emploie souvent M. Xi Jinping, la communauté de destin. La communauté de destin, la Chine est aux côtés de tous les pays pour le développement pacifique. Mais il n'en est rien du tout. Et ce qui se passe aujourd'hui est révélateur. Il y a un affaissement de la croissance économique chinoise, et ça c'est très important. Pendant plus de 30 ans, nous avions une croissance du PIB à 2 chiffres. Puis ensuite, ces 10 dernières années, ça s'est un peu ralenti. Je ne dirais pas que c'est l'effondrement aujourd'hui, mais le ralentissement est très sérieux. Il est causé, il y a de multiples facteurs, mais l'un des facteurs, c'est la baisse de la consommation intérieure. Et ça, c'est capital. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la Chine ne sera peut-être jamais la première puissance économique du monde. Il y a un an, les experts disaient, la Chine deviendra la première puissance économique du monde en 2023. La question est posée, est-ce que ça se passera ou non? Est-ce que ça se passera ou non, Jean-Paul Chang? Parce qu'effectivement, c'est ce que souhaite Xi Jinping, devenir la première puissance mondiale. Ça fait partie d'ailleurs de ce débat au sein du Parti communiste. Je pense que je ne trouverai jamais dans un texte chinois où ils disent qu'ils veulent être la première puissance économique mondiale. Comme d'ailleurs vous avez dit tout à l'heure, on ne trouve pas dans les discours chinois ce discours dominateur, ou en tout cas de revendication de la place numéro 1. Ce qu'ils visent, bien entendu, c'est de devenir le plus puissant possible. Cette histoire si on raisonne en termes de PIB, bien entendu, je veux dire, c'est mécanique. Il y a un rattrapage, effectivement, plus cette crise de Covid qui fait que les Chinois ont rattrapé un peu même plus. Enfin là, effectivement, il y a une baisse de la croissance cette dernière année. Oui, mais c'est pas la première fois. On est à 4%. C'est pas la première fois qu'il y a des ralentissements. Moi, je ne partierai pas. Vous savez, ça fait 30 ans qu'il y a des gens qui disent que l'économie chinoise va s'effondrer. Le potentiel de l'économie... C'est pas votre avis, en tout cas. Non, pas du tout. Parce qu'effectivement, d'abord, j'ai travaillé là-bas pendant des années, et puis je continue à regarder aussi mes amis entrepreneurs français qui continuent à exporter sur la Chine. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que... Elle est en passe de devenir la première puissance. Non, mais soyons clairs, je veux dire, si on quitte un peu le terrain de l'idéologie, donc simplement sur le flux concret des flux de marchandises dans les deux sens, je veux dire, il est clair que le marché chinois a un atout pour lui, et c'est aussi un atout pour nous, si on veut bien saisir les opportunités, c'est sa taille. C'est sa taille, 400 millions de membres de la classe moyenne, 1,4 milliard de population, avec en plus des réformes qui sont en cours sans arrêt. Donc cette baisse de la consommation, pour vous, c'est temporaire? Écoutez, ils ont supprimé à peu près 100 000 lois et textes des gouvernements locaux
pour faciliter le commerce domestique. En ce qui concerne la consommation chinoise, il faut quand même bien voir qu'aujourd'hui, dans la composition du PIB chinois, la consommation domestique représente 65%, ce qui est historiquement très haut. Donc c'est une réalité. Si la Chine ne faisait rien autrement qu'en parole, je ne vois pas pourquoi on aurait peur de la Chine, que ce soit la route de la soie, les choses, etc. C'est parce qu'en fait, dans ce qu'ils disent, il faut bien voir qu'il y a des réalités derrière. S'il n'y avait pas de réalité de leur implication dans le développement économique dans le reste du monde, pourquoi on s'inquiéterait? Pourquoi on dirait qu'ils menaceraient le monde? Donc il y a un peu de contradiction là-dedans. Donc le mieux, c'est quand même d'être assez réaliste, se dire que c'est un acteur de l'économie qui est imbriqué avec le monde occidental. Donc c'est un partenaire. Écoutez, les Chinois viennent de passer un gigantesque contrat de LNG, c'est-à-dire de gaz liquéfié, avec les États-Unis. Donc avec l'ancien secrétaire au commerce de M. Trump qui a servi d'intermédiaire. Donc, on peut vous dire simplement que les choses ne sont pas aussi absolues et que ce n'est pas toujours l'idéologie qui décide et qu'on peut bien mourir pour la démocratie. Mais je vais dire, moi, je pense qu'il faut quand même penser de temps en temps à la vie concrète des gens. Olivier Cadic, votre réaction peut-être, c'est vrai que ce dont on parle ici, c'est l'interdépendance, hein, tout simplement. La Chine, ça reste quand même l'usine du monde. Il y a des accords économiques qui se poursuivent. Elle détient un certain nombre de matières premières essentielles pour la vie, effectivement, de tous les jours. Donc difficile, effectivement, de mettre en place des sanctions et de se débarrasser de la Chine. Évidemment, le monde est interdépendant. Le monde a toujours été interdépendant. Et du temps de l'Union soviétique, on commerçait aussi avec l'Union soviétique. Il y avait une interdépendance. Ce que dit ce monsieur est assez dur à entendre pour moi, en disant, bon, effectivement, il y a les droits de l'homme, mais il y a la réalité économique. Oui, bien sûr, on peut regarder les choses comme ça, froidement, cyniquement. D'ailleurs, allez à Washington, au musée, justement, sur l'histoire de la Shoah, et vous verrez ce que pensaient les Américains dans les années 30 des États-Unis, des nazis, et qui étaient plutôt du côté des nazis, en allant, il fallait faire du business. Et puis, un jour, les gens ouvrent les yeux et voient la réalité de ce qu'ils ont en face d'eux. Non, mais le business continue. Pardonnez-moi, Olivier Cadic, on le voit bien. Le business ne peut pas continuer à un moment où vous avez en face de vous des acteurs qui ne jouent pas les mêmes règles du jeu que vous, qui peuvent utiliser la corruption, qui peuvent utiliser le blanchiment, qui peuvent utiliser la contrefaçon, toutes ces techniques que l'on voit en développement sur des marchés comme par exemple en Afrique. Est-ce qu'on peut continuer à accepter de faire de la concurrence comme si de rien n'était? Donc concrètement, Olivier Cadic, ça veut dire des sanctions, ça veut dire négocier, je dirais peut-être de manière plus drastique avec la Chine au sein de l'OMC, c'est ça que ça veut dire? Ça veut dire que l'Union européenne est obligée de se réveiller pour dire qu'il y a des choses qui ne sont plus possibles, on ne va plus accepter un certain nombre de choses, il faut effectivement que les pays européens se mettent d'accord. À l'évidence, les choses sont en train de tourner, c'est en train de changer. Et effectivement, les gens commencent à ouvrir les yeux. Ces rapports qui commencent à arriver, le Sénat en a fait 2, on a produit 2 il y a à peu près 1 mois, qui sont sur le sujet de l'influence au niveau des instituts, des universités, des centres de recherche. Le Sénat, notre commission a aussi produit sur l'influence de la Chine dans l'Union européenne, ces techniques. Ce sont des rapports, pardonnez-moi, il n'y a pas, par exemple, vous ne prenez pas un boycott des produits chinois. Mais la question ne peut pas se poser comme ça aujourd'hui. Donc, il va falloir mettre en place, maintenant il faut que tout le monde commence à s'aligner, tout le monde se rend bien compte de ce que fait la Chine, c'est en train de s'aligner, et petit à petit, donc des mesures vont se mettre en place, évidemment. Chloé Froissart, est-ce que finalement les États-Unis, avec leur stratégie d'endiguement, qui était une stratégie des années 50, celle de George Kennan face à l'Union soviétique, est-ce que cette stratégie peut être gagnante? Est-ce que les États-Unis vont finir par gagner contre la Chine avec cette stratégie d'endiguement? J'en sais rien. Je passe mon tour sur cette question parce que c'est pas du tout mon domaine et je veux pas dire n'importe quoi. Je sais pas. Pierre-Antoine Denay. Moi, je rejoindrai un peu ce que vous disiez, avec quelques nuances. Si l'on regarde ce qui se passe depuis quelques années, le Japon, l'ancien Premier ministre japonais, M. Yoshihide Suga, a mis en place 20 milliards de dollars pour aider les entreprises japonaises sur le sol chinois à le quitter. Ça, c'est significatif. Taïwan, c'est pareil. C'est vrai, Taïwan et la Chine sont très imbriqués sur le plan commercial. Mais là aussi, ça commence à bouger.
Donc l'idéologie prend le dessus, enfin la défense des démocraties, c'est ce que vous dites. En quelque sorte, tout à fait. Face au business. Et voilà, je dirais une chose toute simple, c'est qu'aujourd'hui, c'est un choc des valeurs. Il y a d'un côté les valeurs universelles qui ont été édictées en 1948 aux Nations Unies, et de l'autre côté un pays qui les refuse. Et je pense que oui, je pense que les valeurs universelles, c'est la seule méthode pour le monde entier de se projeter sur l'avenir. Jean-Paul Chang, est-ce que finalement la Chine effectivement ne va pas payer cette image ? Au bout du compte, il y a effectivement un certain nombre de pays qui vont prendre des mesures. Peut-être qu'un certain nombre d'entreprises vont souhaiter effectivement se retirer de la Chine en reconnaissance de ces valeurs. Ce problème de l'image de la Chine. Bien sûr. Alors j'ai travaillé dans la finance toute ma vie, pour rien vous cacher, dans la banque et dans les marchés. Ce que je constate, c'est que malgré le durcissement du discours idéologique, de la part des politiciens surtout, ça n'empêche pas des flux financiers qui continuent à arriver en Chine. Le montant des investissements directs étrangers en Chine l'année dernière, c'est 144 milliards. Donc c'est le premier pays du monde à attirer les capitaux étrangers. Les Américains continuent à investir. Toutes les grandes banques américaines ont continuent à investir en Chine. Donc d'un côté, il y a le discours, et puis de l'autre côté, il y a les faits. Donc moi, encore une fois, je vous dis, ce n'est pas la première fois que... Je pense qu'il y a une erreur quand même d'analyse. À l'époque de la guerre froide de l'Union soviétique, il n'y avait aucun lien économique aussi poussé, une implication aussi moins d'interdépendance de chaînes d'approvisionnement et de chaînes de valeur, du coup. Encore une fois, je vous dis, la Chine, ce n'est pas seulement l'usine du monde, il faut aussi le voir comme le plus grand marché du monde. Et c'est là-dessus où je me dis, les intérêts des différents pays ne doivent pas faire fi de ce point qui est quand même crucial. Vous pensez que la stratégie d'endiguement, justement, des États-Unis, je vous repose la question, peut être victorieuse face à la Chine, stratégie mise en place dans les années 50 contre l'Union soviétique ? Compte tenu de la situation politique intérieure américaine, où le thème de la Chine est devenu finalement le thème le plus mobilisateur, et de manière bipartisane, tant qu'il y aura cette tension entre les républicains et les démocrates, effectivement, il n'y aura pas de changement dans la politique américaine. Mais il est clair que le milieu d'affaires américain ont déjà écrit plusieurs fois à Joe Biden pour demander à Joe Biden de changer de politique sur la Chine et renverse un certain nombre de mesures qui avaient été prises à l'époque de Trump. Notamment inversement, ils ne font pas forcément confiance à la Chine, tous les milieux d'affaires américains. Si vous regardez la majorité quand même des sondages des chefs d'entreprise américains, des grands groupes américains, ils ont tous envoyé leur lettre à Biden pour demander à ce qu'on revienne complètement sur les histoires de tarifs douaniers qui a été imposés par... Parce que finalement, ce sont les entreprises américaines, les consommateurs américains qui payent finalement la hausse des taxes qui ont été inventées par M. Trump. Donc cette histoire de sanctions, je pense qu'il faut faire attention. Un, est-ce que c'est efficace déjà pour soi-même? Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y aura pas de retour de bâton? Parce que le jour où les Chinois boycotteront éventuellement nos produits, ce qui est le cas pour l'Australie déjà, c'est quand même des grandes difficultés pour nos pays. Donc il faut comment dire, c'est pas une question je voudrais rajouter simplement, monsieur le sénateur, que je connais bien. J'ai une grand-mère qui est morte à Treblinka. J'ai connu la révolution culturelle en Chine. Je vois ce que c'est. Et je vous en prie, soyez pas excessifs dans la description de ce qui se passe en Chine. Ça n'a rien à voir. Tout à fait, absolument. Un mot de conclusion, Chloé Froissart, peut-être, justement, pour en revenir. Un mot de conclusion, on a terminé en 30 secondes. Oui, non, juste pour dire cette question, on est aujourd'hui dans une situation où on n'est pas du tout... c'est pas la réplique de la guerre froide telle qu'on l'a connue, parce que les économies sont beaucoup plus intégrées, parce que aussi il y a en même temps, il y a une volonté aussi de la Chine qui est très importante de faire valoir ses propres valeurs, sa propre culture, et c'est ça qui est le plus important, il me semble, aujourd'hui, et qui semble être un enjeu vraiment... La confrontation est loin d'être terminée avec la Chine. Merci beaucoup Jean-Paul Chang, merci à vous Chloé Froissart, merci Pierre-Antoine Donnet, et puis merci à vous Olivier Cadic d'avoir été avec nous en direct de Riyad, sénateur des Français établis hors de France. Merci à vous tous de nous avoir suivis, restez avec nous sur France 24.